Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réfoy, le magazine santé de Radio J. Bonjour docteur Serge Rafale. Bonjour Nicolas. En 2019, il dénonçait déjà les effets délétères des écrans sur différentes fonctions, la concentration, le langage, le sommeil et in fine, le développement de nos enfants. C'est notre invité, il pousse plus loin dans son dernier ouvrage qui apparaît sur le lien podcast de votre émission. Faites-les lire, c'est le titre de ce dernier ouvrage pour en finir avec le crétin digital paru au Seuil. Bonjour Michel Desmurget. Bonjour. Vous nous expliquez dans ce dernier ouvrage, preuves scientifiques et sociologiques à l'appui, l'importance de la lecture pour l'intelligence et la réussite scolaire. Et à contrario, les mots MAUX, les dangers et la nocivité indirecte du numérique récréatif qui rogne précisément sur le si précieux temps de lecture. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est une réflexion tout à fait essentielle que l'on va parcourir et partager durant ces 50 minutes. Vous êtes docteur en neurosciences, chercheur au CNRS, directeur de recherche à l'INSERM et notre invité pour ce Réfoy aujourd'hui. C'est la partie du grand entretien avec le docteur Serge Rafale. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Monsieur Desmurget, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Après la fabrique du crétin digital, vous enfoncez le clou avec Faites-les lire, en insistant à nouveau sur le rôle extrêmement délétère des écrans, à présent omniprésent, voire omnipotent dans l'univers de nos enfants, et à l'inverse, les vertus de la lecture en déshérence malheureusement parmi les jeunes générations. Ce recul de la lecture semble presque inéluctable et avec lui se profile, ou plus exactement se constitue sous nos yeux, un véritable désastre collectif dont sont principalement victimes nos enfants. Vous nous proposez donc un ouvrage d'utilité publique dont j'ai extrait quelques idées forces essentielles et les solutions que vous proposez contre cet envahissement abétissant des écrans et de la culture numérique récréative au détriment de la lecture, machine à façonner l'intelligence, le bien-être, les interactions sociales, la réussite scolaire. Nous allons le voir. C'est quoi, monsieur Desmurget, le crétin digital ? C'est un enfant à qui on a retiré, ou en tout cas on a renié les outils ou les éléments et les fondamentaux de son humanité. On lui renie la capacité de penser, on lui renie le langage, la concentration, voilà, les connaissances, la culture générale qui nous sert à penser, à comprendre le monde. Voilà, c'est un enfant, c'est un enfant amoindri à qui on enlève des choses fondamentales de ce qui fait, encore une fois, notre humanité profonde en termes de langage, de compréhension des autres, d'écoute des autres, de culture générale. Voilà, ça ne veut pas dire que tous les gamins sont des crétins, comme on me l'a fait dire, mais il y a un mouvement qui me semble inquiétant d'abaissement, en tout cas d'atteinte de ces fonctions qui sont des fonctions essentielles. Comment on fait par rapport à la place prédominante de nos écrans dans nos vies ? Alors c'est compliqué, les gens me posaient souvent cette question, et donc moi j'ai regardé la littérature et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour structurer le cerveau, pour structurer l'intelligence, pas seulement l'intelligence au sens intellectuel, au sens cognitif, mais aussi notre intelligence humaine, notre intelligence sociale, notre capacité à interagir avec les autres, à les comprendre, à réguler nos émotions. Alors il y a plein d'activités qui sont extrêmement bénéfiques à la structuration cérébrale, le sport, l'art, la peinture, la musique, mais je crois qu'il y a une activité qui se dégage massivement du lot, c'est la lecture. S'il y a un élément ou une activité dont on sous-estime brutalement et dangereusement l'impact que ça a sur le développement de l'enfant et de ses intelligences, c'est la lecture. Quand on va regarder la littérature, on s'aperçoit que la lecture, c'est un plaisir. Les gens me disent toujours, c'est un plaisir et il faut pas lier le plaisir et l'utilité. Mais la lecture, c'est certes un plaisir et c'est par le plaisir que l'enfant va rentrer dans la lecture, mais c'est surtout utile. Et je crois que cette opposition entre plaisir et utilité, elle est un peu factice. Elle est même factice d'un point de vue biologique parce que le plaisir, c'est ce que la biologie a trouvé de mieux pour stabiliser un certain nombre de comportements. Et quand ces comportements sont positifs comme ceux de la lecture, alors oui, il y a pas d'opposition entre les deux. Et la lecture a des impacts sur l'ensemble des domaines de la vie, et des impacts qui sont profonds et beaucoup plus profonds qu'on ne l'entend et qu'on ne le dit. Mais vous expliquez que la lecture, c'est pas naturel.
Non, on se rend pas compte, mais on assimile souvent lecture et décodage. Alors la lecture, c'est pas naturel parce que le langage, il rentre par l'oreille. Et donc, l'enfant, si j'ose dire comme ça, il est livré avec les réseaux du langage. C'est-à-dire que si vous parlez à un bébé très jeune, y compris un prématuré, les régions qui vont s'activer, c'est à peu près les mêmes régions, c'est les mêmes réseaux que chez l'adulte. Donc, ça a été prévu par l'évolution. Il n'y a pas ça va pas être, la lecture, c'est trop récent. Et donc, pour arriver à décoder, la lecture, en tout cas, la partie de décodage, en fait, ça rentre, le problème, c'est que la lecture, elle rentre pas par l'oreille, le langage, il rentre par l'œil. Et donc, il faut une interface qui permet de transformer ça et d'accéder aux aires du langage. Et on a un réseau de très jeunes chez l'enfant. Il y a un réseau de reconnaissance des visages et des objets. Et c'est ce réseau qui est littéralement hacké ou piraté. Et du côté gauche notamment. Et en fait, c'est ce réseau-là qui va petit à petit apprendre à décoder les lettres, à décoder les mots et apprendre à lire. Mais encore une fois, ce qui est important ici, et souvent on assimile, et c'est vraiment l'une des ambiguïtés problématiques, on assimile lecture et décodage. C'est-à-dire la capacité, on estime que l'enfant apprend à lire au CP, que quand il a appris à décoder, par exemple quand il voit papa, peu à peu, il fait papa, on estime que apprendre à lire, c'est ça. Et pas du tout. Il y a un deuxième élément majeur qui pèse beaucoup, qui pèse très très lourd, qui est l'élément de la compréhension, du langage, des connaissances générales. Le livre, le langage du livre, c'est quasiment une langue étrangère. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout dans un livre comme on parle à l'oral. Et les études montrent clairement que... J'avais une amie orthophoniste qui résumait ça très bien en disant « Ma fille, elle est bilingue oral-écrit ». Alors au début, on se dit c'est idiot comme idée. C'est brillant parce que, je veux dire, c'est pas parce qu'on parle l'oral, si je peux le dire comme ça, qu'on va parler l'écrit. Et donc, il y a toute une acculturation à faire au livre, à ce langage. Donc, le langage est dans les livres. La culture aussi, beaucoup de culture est dans les livres, ce qu'on appelle la culture générale, mais au sens le plus large et le moins élitiste du terme. Mais en même temps, c'est à travers les livres qu'on va pouvoir acquérir et ce langage et cette culture générale. Mais l'acquérir assez tôt, Monsieur Desmurger, vous l'expliquez. Et en particulier, vous insistez beaucoup sur la lecture partagée. Oui, je pense que on nous dit souvent, les gamins, ils apprennent à lire au CP. Ils apprennent effectivement à décoder au CP, mais si on a en mémoire que la lecture, c'est un problème de compréhension et de langage, il va falloir donner ce langage à l'enfant. Il va falloir enseigner le langage des livres à l'enfant. Et tant qu'il n'est pas capable de lire tout seul, il ne va pas pouvoir acquérir ce langage. Et à un moment donné, si vous prenez un gamin, par exemple, de 12-13 ans, qui n'a pas les bases de ce langage-là, et que vous le mettez devant un livre, il ne s'en sortira pas. Et il faut commencer très tôt. En gros, il y a vraiment une mise sous perfusion à faire. La lecture partagée, c'est ce qui va permettre à l'enfant d'acquérir le langage, les codes des livres. Et il faut, alors on va y revenir, mais pour que ce soit clair et que les gens comprennent bien, il y a si on me dit qu'est-ce que tu es en train de faire, voilà, il y a la vidéo, on voit que je suis en face de vous, j'ai pas besoin de beaucoup de mots. Voilà, il y a un contexte, je vois les émotions de votre visage. Si j'ai pas cette vidéo-là et j'ai que les livres, il me faut beaucoup plus de mots. Il faut que je décrive tout, les couleurs, les formes, les émotions des gens, les visages, etc. Et donc, il y a beaucoup plus de mots dans les livres qu'il n'y en a, une complexité langagière qu'il n'y en a à l'oral, et ça a été démontré. Vous prenez des livres jeunesse, vous prenez des romans, vous prenez des livres pour enfants, ça les imagiers d'école maternelle, et vous comparez ça à toutes sortes de corpus oraux. Vous prenez centaines d'heures d'enregistrement de discussions entre adultes, y compris éduqués, c'est-à-dire titulaire, nous dit-on dans cette étude, de diplôme universitaire. Vous prenez des films, vous prenez des séries, vous prenez des discussions entre un adulte et un enfant, vous prenez éventuellement des programmes supposément éducatifs, et on s'aperçoit qu'il y a plus de richesse langagière dans un livre d'enfant d'école maternelle, la petite bouilloire rouge qui sait pas lire, dans un livre qu'on utilise pour lire à l'enfant, qu'il n'y en a dans tous les corpus oraux. Et c'est vrai pour le lexique, c'est vrai pour la grammaire et la syntaxe. Les phrases sont plus longues, il y a plus de relatives, et s'il y a une phrase de Proust à l'oral, et ça va être compliqué, il y a certaines formes, la voix passive, la souris a été boulottée par le chat, vous la trouvez dans les formes écrites, vous la trouvez pas ou très peu à l'oral, et puis les temps. Je veux dire, en France, on a une richesse de conjugaison. Alors, c'est trop. Je veux dire, le passé simple, le passé antérieur, toutes ces formes-là. Il poussa la sorcière, ou il eût fallu que Phileas Fogg, je sais pas quoi. Tout ça, ça se trouve uniquement dans les livres. Et c'est uniquement à travers la lecture que l'enfant va pouvoir construire tout ça. Et le langage oral, c'est un langage principalement de communication, qui sert à communiquer les choses simples. Si on veut acquérir le langage de la pensée, de la structuration des concepts, alors on peut considérer que c'est malheureux, on peut considérer tout ce qu'on veut, c'est les livres ou rien. Voilà. C'est parce que ce langage-là n'est
que là. Et quand on dit qu'il faut commencer tôt, pardon, dites-moi si je suis trop long, mais quand on dit qu'il faut commencer tôt, c'est parce que... Vous dites qu'il faut commencer tôt et puis Oui, aller assez tard. Et finir très tard, justement, parce que, encore une fois, il suffit d'ignorer 2 à 3% des mots d'un texte. Je prends un exemple dans le livre. Il suffit d'ignorer 2 à 3% des mots d'un texte pour ne pas comprendre le texte. Si j'ai pris l'exemple des contes de Perrault, si je vous dis l'enfant rentra dans la pyjamanière pour acheter un murk, etc. Les mots qui portent le sens sont rares. Donc, si vous enlevez un certain nombre de mots-clés qui représentent 2 à 3%, vous ne comprenez plus rien. Si je vous dis, par exemple, il rentra dans la pyjamanière pour acheter un pain qui lui faisait envie, vous comprenez vous comprenez qu'à partir de pain, que la pyjamanière, c'est l'endroit où on achète du pain. Et donc, quand on connaît suffisamment de mots, plus on en connaît et plus on arrive à comprendre les mots qu'on ne connaît pas à partir du contexte. Ce qui explique que plus l'enfant a de mots, plus il a de langage. Et plus il arrive à développer un langage important. Mais plus il peut se décourager s'il n'a pas un accompagnement qui est un accompagnement familial. Oui. Vous expliquez que l'école est insuffisante pour Oui, ça. alors si on l'accompagne pas, évidemment, il y aura pas de... Voilà, si l'enfant est constamment en échec, il s'en sortira pas. Et par exemple, vous prenez... Il y a une étude, alors c'est une carence extrême, mais il y a une très belle étude. Vous prenez des nouveau-nés en première année, donc ce qu'on appelle des neurotypiques, donc qui n'ont pas d'atteinte. Vous prenez des enfants qui sont sourds uniquement d'une oreille. Vous prenez des enfants qui sont atteints de surdité et qui sont appareillés la première année. Vous prenez des enfants qui sont atteints de surdité et qui sont appareillés au-delà de la première année. Et vous suivez ces gamins-là jusqu'à l'adolescence. Et on s'aperçoit que les enfants qui ont été appareillés durant la deuxième année comparés aux autres, on a des déficits syntaxiques. Le cœur de la langue, souvent, c'est la grammaire, c'est la syntaxe. Et donc, c'est pour ça qu'il se passe énormément de choses, y compris dans les premiers mois, les premières années de la vie en termes de développement langagier. Les livres, on l'a dit, il y a plus de richesse, il y a plus de syntaxe. Donc, c'est très important et c'est fondamental, et les études le montrent clairement, de commencer à lire très tôt à l'enfant. C'est jamais trop tôt. Non seulement il y a le langage, mais aussi il y a le climat émotionnel. On s'aperçoit que quand il y a les relations de lecture entre les parents et les enfants, il y a moins de tension, il y a plus d'intimité entre les parents et les enfants quand on lit à l'enfant. Dans le même temps, c'est important aussi de continuer à lire tard parce que les gens se disent mon gamin, je lui apprends à lire au CP, donc il ira moins si je lis avec lui. En fait, les études montrent que plus on lit avec l'enfant et plus il a tendance à lire seul. Et puis surtout... Vous dites il y a une envie légitime d'autonomisation, et en fait, c'est un aussi, abandon. voilà, et puis les parents le considèrent, mais c'est-à-dire que cet enfant-là, il va commencer à apprendre... Le français, c'est compliqué, c'est une langue opaque, vous avez, ils entrent au pluriel, vous avez les mêmes chaînes, ENT qui font en ou qui font e, expliquez ça à un gamin, vous avez 7 ou 8 ou 9 façons de décrire le même son e, donc c'est ce qu'on appelle une langue opaque, vous avez beaucoup d'exceptions, comme femme, vous mettez un e, au lieu d'un A. Donc, c'est difficile pour l'enfant d'apprendre ça. Donc, la phase de décodage, on estime qu'en France, pour le français, pour l'anglais, on estime qu'il faut 2 à 3 ans avant que l'enfant ait acquis un certain nombre de bases minimales du décodage. Dans les langues comme l'italien ou le finlandais, c'est quelques mois et c'est beaucoup plus simple. Et donc, l'enfant va acquérir ce décodage, mais le cerveau peut pas tout faire. Donc, pendant qu'il va acquérir le langage, ça se fait sur un langage, ça se fait sur des contenus qui sont textuellement simples. Sinon, le cerveau, il explose. On peut pas avoir des difficultés à apprendre à décoder et en plus des difficultés textuelles importantes. Et c'est important pendant cette période-là de continuer à lire à l'enfant et même au-delà. Il y a une très belle expérience aux États-Unis qu'ils ont appelé le crash du CM1. C'est-à-dire ils se sont dit, nos enfants ont des problèmes en lecture, donc on va travailler sur la lecture. Et de bonne foi, là, c'était vraiment fait de bonne foi. Donc, ils ont fait un énorme effort. Et donc, les enfants de cette cohorte-là, sur lequel on avait fait cet effort, au CP, ils avaient des performances très supérieures à ceux des cohortes d'avant. Au CE1, pareil. Au CE2, pareil. Et après, ça s'est craché. Ils sont revenus au niveau des autres. Parce qu'au début, c'est le décodage. Mais après, si vous n'avez pas le langage qui va avec, et encore une fois, ce langage, il faut l'insuffler à l'enfant, sinon il peut pas l'acquérir tout seul. C'est comme l'anglais. Eh ben, il faut continuer à lire. Et on se rend pas compte à quel point, pour un gamin, lire au début, c'est compliqué. C'est-à-dire que ma fille, j'ai rangé ses bouquins, elle est partie à la fac, et je lui disais toujours, OK, lis le livre tout seul, on verra après, souligne ce que tu comprends pas. Et dans ces livres, c'est un long soulignement du début à la fin. C'est extrêmement frustrant parce qu'il y a plein de mots qu'ils comprennent pas, etc. Et le fait de lire avec eux, de continuer à lire avec eux jusqu'au collège, jusqu'à la fin du collège éventuellement, ça permet d'une part de maintenir le plaisir de la lecture et puis surtout d'autre part de lire des choses un peu plus compliquées avec eux pour justement nourrir encore plus le langage. Et pour l'enfant lui-même, il vaut mieux des livres qui soient un peu trop simples que des livres qui soient trop compliqués. Sauf que l'ennemi, sont les écrans. Vous dites pour les pré-ados, ils passent l'écart, c'est 10 fois. Pour les adolescents, ils consacrent 14 fois plus de temps à leur joujou numérique qu'à la lecture.
Oui, alors les dernières études du CNL, c'est effectivement 10 fois, et les ados, je crois que c'est 25 ou 26 fois plus de temps, les ados entre 16 et 19 ou 15 et 19, c'est 26 fois plus de temps sur les écrans. Les études montrent clairement que l'ennemi premier de la lecture, en tout cas l'une des victimes premières des écrans, c'est la lecture. Alors il y a trois victimes parce que le temps il n'est pas extensible, et on s'aperçoit clairement dans les études que plus la pénétration des écrans a augmenté, et plus le temps consacré à la lecture a diminué. Et même quand on prend des mesures extrêmement inclusives, le CNL, on rentre tout. Je veux dire, on rentre les BD, on rentre les mangas, on rentre les romans, on rentre même les coloriages. Et même avec cette approche extrêmement inclusive de la lecture, on a seulement un tiers des ados qui lisent tous les jours ou presque. Un tiers de la population des 7-19 ans, et on a simplement 17% des ados qui lisent tous les jours ou presque, même avec ces approches inclusives. Il y a l'étude du ministère de la Culture qui est fascinante. Il y a 50 ans, on avait 35% de ce qu'on appelait les gros lecteurs. Gros lecteurs, je ne sais pas d'où sort le mot, mais gros lecteurs, c'est 20 livres par an. 20 livres par an, c'est 20 à 30 minutes par jour. Et donc, on est tombé aujourd'hui à 10% de gros lecteurs. Et le mouvement entre la pénétration des écrans et la baisse de lecture, il est extrêmement clair. Et il se comprend, je veux dire, les écrans, ils ont une capacité à stimuler le système de récompense qui est absolument sans égal. Et entre un écran et un livre, l'enfant, s'il n'y a pas le rôle de la famille pour à un moment donné lui mettre le livre dans les mains, alors il ira toujours sur l'écran, oui. Vous dites que les nouvelles générations ne lisent plus Victor Hugo, Thomas Mann, Stefan Zweig, elles l'ont remplacé par Cyril Hanouna, Yann Barthès et Dr House. Et Oui. Koh-Lanta et peut-être TikTok. Oui, et c'est pas du tout alors les gens regardent ce qu'ils veulent et font ce qu'ils veulent. Cela étant dit, on nous parle toujours on dit toujours il n'y a pas de relativisme culturel, toutes les cultures se valent. Certes, j'ai pas de problème avec ça, je peux l'entendre. Cela étant dit, quand on regarde un certain nombre de pratiques dites culturelles, si un gamin passe 2 heures sur Netflix ou 2 heures à lire un bouquin, la structuration au niveau de son cerveau et l'impact que ça aura sur son développement sera pas du tout le même. Donc les pratiques, que toutes les pratiques doivent être bien considérées culturelles, j'ai pas de problème avec ça. Cela étant dit, elles n'ont clairement pas toutes le même impact sur la structuration et le développement cérébral. Et la lecture a un impact. Pardon, juste un exemple, mais si on prend, il y a des réseaux. Il y a des réseaux du langage dans le cerveau. Il y a par exemple, il y a une aire qui sert à la compréhension temporale, et il y a une aire qui sert, c'est schématique, mais qui sert à produire les mots. Et donc, ces aires sont reliées par un gros faisceau. Et il y a des études qui sont intéressées à ce faisceau et qui montrent que plus l'enfant va passer de temps avec les écrans récréatifs, et moins ce faisceau moins ces réseaux-là vont se structurer, moins les aires vont parler de façon efficace, et moins l'anatomie du réseau, il y a une couche de graisse par exemple qu'on appelle la myéline, qui se met sur ces réseaux, et moins ce truc va se développer. C'est-à-dire que l'enfant est livré avec les réseaux du langage, mais pour les développer pleinement, il faut qu'il les utilise. Et plus il va passer de temps avec les écrans, et moins on va avoir de structure. Mais on peut le mesurer physiquement sur l'anatomie cérébrale maintenant. Et évidemment, si l'enfant lit beaucoup, c'est l'inverse. Plus l'enfant va lire, plus il va avoir d'entrée langagière, plus vous allez le mettre en face de textes, de romans, etc. Et plus il va y avoir une structure importante, une structuration importante de ces réseaux. Donc ça se voit non seulement au niveau comportemental, mais ça se voit, contrairement à ce qu'on nous dit parfois encore, au niveau anatomique. Il y a de claires études qui sont sorties là-dessus. Il y a un recul des performances dont tout le monde est conscient. Vous expliquez, vous dites les collégiens français ont perdu l'équivalent d'une année scolaire, c'est-à-dire que les élèves de 15 ans présentent en 2020 des résultats équivalents à ceux des élèves de 14 ans en 2000. En 2022, en 2016, c'est en 4 ans qu'on a perdu un an d'acquis scolaire, mais ça remonte à loin. Cet effondrement du langage, il est documenté par PISA depuis maintenant largement plus d'une décennie, comme on explique. Il est documenté par des études nationales depuis au moins les milieux des années 85, mais c'est normal. Surtout, on demande aux éditeurs des contenus beaucoup plus simples. Alors c'est clairement documenté dans un certain nombre de pays. En France, il y a peu de données malheureusement, mais clairement oui, il y a une baisse des contenus et de la richesse des contenus langagiers. Alors qui est partout, qui est dans les chansons, qui est dans les discours politiques, qui est dans les livres scolaires, qui est dans les livres jeunesse, notamment les livres scolaires au-delà du collège. Et on a effectivement une diminution de la richesse. Vous dites depuis 2012, le livre de poche propose des ouvrages abrégés. Oui, on a des ouvrages abrégés, alors ça peut être bien, mais c'est quand même fascinant. On en est. L'archipel du Goulag. Je veux dire, c'est quand même pas un petit roman. On ne le trouve plus en version complète.
Et il y a de plus en plus de versions abrégées, expurgées, et où on supprime les descriptions, on supprime un certain nombre de mots de vocabulaire. Même le Club des 5 a été réécrit. Moi, j'ai regardé 2-3 chapitres au hasard d'un bouquin du Club des 5. C'est 40% du vocabulaire qui est parti. C'est quasiment tous les passés simples, etc. Et l'enfant, il faut le confronter à cette richesse langagière. Encore une fois, avec ses parents au départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a un domaine dans lequel l'école a énormément de mal à lutter contre les inégalités sociales, et d'ailleurs n'y arrive pas, mais nulle part dans le monde, c'est le domaine du langage. C'est-à-dire qu'on nous dit, en France, on est extrêmement mauvais en termes d'inégalité sociale. C'est vrai, on est vraiment mauvais. Cela étant dit, c'est pas parce que nous, on est très mauvais que les autres sont bons. Ils sont juste mauvais. Et quand on regarde les données PISA, par exemple, c'est fascinant, il faut que les gens se rendent compte, mais tant qu'on ne fera pas un effort massif à destination des enfants, et notamment des enfants défavorisés, en faveur de la lecture et du langage, alors on s'en sortira pas. En France, si vous prenez les 25%, alors PISA, c'est des enfants de 3e, donc 13-14 ans, donc vous prenez les 25% de plus favorisés, les 25% les moins favorisés, vous avez 5 ans et demi de différence d'acquis scolaire. 5 ans et demi, c'est colossal. Et vous vous dites, évidemment que c'est mauvais. Vous allez regarder l'OCDE, c'est 4 ans et demi. 4 ans et demi, c'est mieux que 5 ans et demi de différence d'acquis scolaire. Mais c'est quand même pas bon. Les meilleurs pays que sont la Norvège, par exemple, ils sont autour de 4 ans. Donc on peut considérer à juste titre que 4 ans, c'est mieux que 5 ans et demi. Mais aucun pays, en termes d'inégalité de langage, ne fait du bon boulot parce qu'il y a énormément de choses qui se passent avant l'entrée à l'école, avant 3 ans. Et c'est parce que il y a une étude récente, une grosse analyse récente qui montre que voilà, quand l'enfant il est mis dans un langage, vous prenez un gamin et il y a des gens qui parlent autour de lui, ou vous prenez un prof qui parle à plein de gamins, ça a assez peu d'impact sur son développement langagier. Ce qui vraiment a de l'impact, c'est quand on parle directement à l'enfant, c'est quand il est dans une interaction de terme à terme, c'est-à-dire que une relation duale entre l'enfant et le parent, ou entre le parent et 2 enfants, et c'est là que c'est optimal. Et l'école, même en demi-groupe, ne peut pas faire ça. Et donc, l'espace de temps disponible pour ce développement langagier, il est essentiellement dans la famille. Et soit on fait, encore une fois, un énorme effort là-dessus, notamment à destination des enfants défavorisés, parce que je comprends que toutes les familles ne peuvent pas. Et encore, il y a plein d'études qui montrent que le fait de dire ça dans les milieux défavorisés, des enfants particulièrement défavorisés, ils ont fait ça dans des ghettos particulièrement défavorisés d'Afrique du Sud, le fait de dire aux parents, il faut parler à l'enfant, il faut lui dire des histoires, de leur donner des livres, même en leur disant, mais les parents vous disent, mais moi je lis pas, c'est pas grave, lisez les images, parlez avec l'enfant, ça a des impacts extrêmement conséquents sur le développement du vocabulaire, sur le développement des capacités d'attention et sur le développement des capacités, on n'a pas parlé, mais des capacités d'empathie, des capacités émotionnelles de l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait des écrans C'est démurgé, on les supprime? Non, alors il y a 2 types d'écrans. Moi, j'utilise les écrans pour mon travail, donc il y a sûrement un usage vertueux des écrans. Je veux dire, si les gamins n'utilisaient leurs écrans que pour chercher des tutoriels de résolution d'équations du second degré ou lire Guerre et Paix, il n'y a pas de problème, j'aurais acheté des écrans. Les gamins, la question, c'est pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans un idéal fantasmé, c'est qu'est-ce qu'ils font réellement avec les écrans. Et avec les écrans, effectivement, ils se concentrent massivement sur des activités récréatives délétères. Et on nous dit, oui, ils peuvent pas s'en passer. L'expérience prouve que si. Moi, je connais plein d'études qui montrent que l'usage de ces écrans-là a un effet extrêmement délétère sur le développement. Je ne connais aucune étude qui montre, entendons-nous bien, on ne parle pas d'utiliser Word ou autre chose, on parle des écrans récréatifs, donc télévision, streaming, Netflix, jeux vidéo, réseaux sociaux de la façon dont on utilise TikTok. Je ne connais aucune étude qui montre que ne pas en avoir pourrait avoir, y compris au niveau social, le moindre impact négatif. Après, si on veut donner une règle aux parents, et la commission Macron, sur les écrans, c'est l'une de ses avancées, c'est pas avant 6 ans, le moins possible, le moins le mieux, quel que soit l'âge, mais vraiment avant 6 ans, le cerveau est tellement vulnérable, il y a tellement de choses et de structures qui se mettent en place. C'est ce que nous dit maintenant l'OMS, c'est pas un truc de malade, donc pas avant 6 ans. Après, le moins le mieux, et on commence à avoir des effets délétères, nous montre encore une énorme étude qui vient de sortir, à partir d'une demi-heure par jour, sur toutes les tas de fonctions, apprentissage, développement du langage, etc. On va le voir. On va le voir dans la deuxième partie de notre émission, l'importance de la lecture. Et comme vous parliez de Guerre et Paix, la version le résumé, c'est Woody Allen qui nous la donne. Guerre et Paix, vous la connaissez celle-là? Je crois que c'est dans Annie Hall. Oui, sur la lecture, rapide. Ouais, c'est le résumé de Guerre et Paix. Je crois qu'il parle avec Diane Keaton. Il dit Guerre et Paix, ça parle de la Russie. Oui, alors en fait, l'anecdote, c'est qu'on lui demande d'évaluer les trucs de lecture rapide. Et lui, il dit j'ai lu Guerre et Paix en lecture rapide, ça parle de la Russie. Ça parle de la Russie. On s'en reparle dans la deuxième partie. À tout de suite. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal.
On se retrouve pour la deuxième partie de Réfoy. On a bien lu pendant la pause, c'était super. Moi, j'ai lu tout Marcel Proust. Vous avez lu quoi, Monsieur Desmurget? Les Misérables, 1450 pages. Oui. C'est bien. C'est joli, Les Misérables. Oui. C'est beau. À propos de Proust, M. Desmurget, dans son livre, cite Claude Ponty, qui plagie Proust. Il dit « Longtemps, je me suis couché de bonne heure avec mes livres et ma langue de poche. J'ai peur que ça ne soit remplacé par un écran de console ou de portable. » Oui, non, mais c'est sûr. C'est bien les tablettes pour lire ou pas, le soir, dans son lit? Est-ce qu'il faut lire surtout? Alors, il y a deux choses. D'abord, le soir, lire avec une tablette le soir, c'est différent. Mais la tablette elle-même a une lumière qui va interférer avec le cycle de sommeil. La lumière bleue. La sécrétion de mélatonine. Donc s'endormir avec une tablette le soir, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que c'est un problème pour le sommeil, pour l'endormissement, pour le cycle du sommeil. Ensuite, lire en numérique versus en papier. Alors, si c'est une tablette où il y a des liens hypertextes, des pubs qui sautent de partout, et puis les réseaux sociaux qui vous appellent toutes les 30 secondes, il est bien évident que ça va rendre la lecture très difficile. Mais même si c'est sur une liseuse, si le texte est très simple, il n'y a pas de différence. Maintenant, plus le texte va être exigeant et plus il y a une supériorité du papier sur le numérique, pour plein de raisons, dont une raison est que le papier il a une unité spatiale. Si vous demandez où se passe un élément dans un livre, vous vous rappelez que c'est là, un peu en bas de la page. Donc là, le livre nous permet de nous repérer beaucoup plus spatialement dans l'histoire. Il y a une étude qui montre que sur des étudiants, effectivement, quand ils lisent sur papier versus sur tablette, où il n'y a pas cette unité spatiale, ou sur liseuse, ils ont une bien meilleure mémorisation et compréhension des différents éléments de la temporalité du texte, de la relation entre les éléments. Donc si le texte est très simple, pas de différence. Plus le texte va être compliqué, plus il y a une supériorité du papier sur la tablette et sur la liseuse. Par contre, si un gamin vous dit « moi je veux lire, mais je veux lire sur liseuse », mais mon Dieu, achetez-lui une liseuse. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, parce qu'il y a des antiennes dans la société d'aujourd'hui, manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, est-ce qu'on rêverait pas d'un slogan comme ça, lisez 20 à 30 minutes par jour, qui n'existe pas, on n'en a jamais entendu parler. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui commence à émerger. Les derniers résultats, notamment PISA et internationaux, nous montrent assez clairement qu'il y a un effondrement qui est quand même assez alarmant de nos gamins, voilà, il faut comprendre, je sais pas si je peux prendre un exemple 3 secondes, mais c'est un texte, il y a 5 paragraphes, c'est 350 mots, et une des questions, c'est le dernier paragraphe commence par la phrase « un problème subsiste, quel est ce problème ?» Et donc, vous allez au dernier paragraphe, et il y a marqué « un problème subsiste, les grands arbres ont disparu ». Et donc, c'est quand même 50% des gamins français qui sont pas capables de répondre à cette question. 75% des gamins français, et de l'OCDE... Là, ils vont vous dire, c'est parce qu'il y a eu trop de livres, les arbres ont disparu, parce qu'il y a eu trop de bouquins. Il y a eu trop de bouquins, ouais. Mais en gros, 75% des gamins français sont capables de comprendre l'idée explicite d'un texte concret. C'est-à-dire dès que ça devient explicite, ils ont beaucoup plus de mal. Donc voilà, donc il y a et on mésestime, mais on est en train de prendre conscience de l'importance de la lecture, et je pense que ce slogan-là, j'ai eu la chance de rencontrer un conseiller de l'Élysée qui m'avait dit, mais justement, exactement ça serait bien qu'on ait quand même un slogan au même type que manger, bouger, 5 fruits et légumes, est-ce qu'on pourrait pas avoir quelque chose pour la lecture? Et je pense que l'importance de la lecture, on est en train de s'en rendre compte, justement parce que la lecture est en train de... On se souvient de l'appel du président, il y a 6 mois, lors de la conférence de presse, pour réduire l'impact des écrans et la fréquentation des écrans. L'appel à la lecture, on s'en souvient. Ah oui, alors moi j'étais au Salon du Livre à Paris, il est venu, où il a fait un plaidoyer absolument merveilleux pour la lecture. Comment dire, il y a 2 ans, la lecture était grande cause nationale. Voilà, rien bouge. En fait, donc il y a des effets d'annonce, on nous explique que la lecture c'est important, que c'est super, etc., et qu'il faut faire un grand travail sur la lecture, mais il faudrait vraiment qu'on le fasse. Est-ce que l'Occident, les pays riches ont perdu un peu la bataille devant l'apport des écrans par rapport, je sais pas, à des pays qui pourtant d'ailleurs, parce que vous dites qu'un élève du collège en France a le même niveau en mathématiques qu'un élève de primaire à Singapour. Oui, nos enfants, les études PISA montrent clairement. Alors on peut discuter on peut discuter de leur importance, de leur interprétation, tout ça, mais une chose qu'on va discuter, c'est les mêmes tests et c'est relativement fiable. Pourtant, il y a des écrans là-bas dans les pays d'Asie. Beaucoup. Oui, mais il y a aussi une régulation des écrans, il y a aussi une régulation de la façon dont ils sont utilisés, il y a aussi un accent qui est plus mis... Oui, le rôle de la famille, parce que ce qui est intéressant, effectivement, on a décroché, mais on est à un niveau de décrochage majeur. Les meilleurs pays de l'OCDE ont décroché massivement par rapport aux pays de l'Est asiatique, et nous-mêmes avons décroché massivement par rapport aux meilleurs pays
de l'OCDE. Et il faut une prise de conscience. Et les écrans, en Chine par exemple, ils ont pris des mesures de restriction de l'usage des écrans qui sont parce qu'ils ont fait une étude. Voilà, ils ont fait une étude précise de la littérature. Voilà, aux États-Unis, ils n'arrivent pas à passer apparemment, ils n'arrivent pas à passer par le législatif. Donc il y a quand même une plainte énorme qui vient d'être déposée contre Meta, dont les termes sont absolument fascinants. On nous explique que ces gens-là ont piégé nos gamins. C'est les termes de la plainte, c'est 41 procureurs dans 40 États. Ça. Il se passe exactement ce qui s'est passé avec l'industrie du tabac. On nous explique que ces outils-là ont des dommages considérables, c'est les termes de la plainte, sur la santé mentale et cognitive de nos enfants. Donc, il commence à y avoir cette prise de conscience. Et ce qui est intéressant avec la Chine, justement, et les pays asiatiques, c'est que pour montrer le rôle de la famille, vous prenez vous prenez un couple de Chinois, par exemple, qui émigrent aux États-Unis ou en Australie. États-Unis ou en Chine, c'est pas pareil. Alors, quand vous prenez les enfants, alors là, vous prenez des enfants chinois de première génération qui sont nés aux États-Unis de parents chinois. Ils gardent exactement la même supériorité académique que les enfants de leur pays d'origine. En deuxième génération, ça commence à diminuer. En troisième génération, c'est parti. Parce qu'il y a une acculturation totale. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de la famille, au niveau de ce qu'on appelle maintenant, alors je sais que c'est des gros mots, mais quand même, c'est des mots importants. Alors, on peut considérer que c'est trop, pas trop, je sais pas, mais il se passe des choses importantes au niveau de l'effort, au niveau de la gestion du temps libre, au niveau de la façon dont on utilise le temps libre pour structurer le cerveau. Et collectivement, c'est intéressant parce qu'il y a des études d'économistes. Avant, on nous a dit pendant longtemps, on a besoin de 5 à 10% de gens éduqués et intelligents. Et puis les autres, ils iront faire des hamburgers au McDonald's. C'était un peu l'idée, qui est une idée d'une stupidité absolument faramineuse qui mérite le panthéon de la connerie, passez-moi l'expression. On s'aperçoit de plus en plus que pour sortir effectivement cette minorité, il faut un pool important de gens compétents. C'est-à-dire que vous sortez pas Ronaldo au foot de rien, vous le sortez parce qu'il y a une énorme population de gens compétents et de temps en temps vous en sortez un. Et ce que nous montrent ces études, c'est qu'il y a un lien direct entre la performance éducative globale, la performance moyenne de la population et le développement économique. Et entre le moment où notre performance éducative commence à s'effondrer, et elle s'effondre, pas seulement en France, dans l'ensemble des pays de l'OCDE, nous montre PISA. Et le moment où ça va commencer à devenir compliqué au niveau économique, il y a pas longtemps, et une étude d'un économiste qui s'appelle Vossman, qui est passionnante, il s'est interrogé sur ce qu'on a appelé le miracle économique est-asiatique. En fait, il a pris les pays est-asiatiques, il a pris les pays d'Amérique centrale, et il s'est dit pourquoi dans ce cadre-là, il y a eu un miracle économique et pas là. Et il montre de façon extrêmement convaincante, et sa conclusion dans plusieurs études, c'est il n'y a pas du tout de miracle économique. Il y a un miracle éducatif. Et ces pays qui ont connu un miracle économique, c'est parce qu'ils ont investi massivement et brutalement sur l'éducation des gosses. Et le lien entre éducation et économie commence à être de mieux en mieux établi. Et on s'intéresse aux trajectoires individuelles et c'est louable. Mais si on s'intéresse à notre trajectoire collective en tant que nation, alors cet effondrement de la lecture et des capacités de la performance éducative et intellectuelle de nos gosses devient vraiment problématique, oui. Et elle va le devenir de plus en plus si on fait rien. Il faut que ça bouge. Alors, on va parler de ce miracle éducatif dans quelques instants, puisque Johanna Rosenblum, psychologue, est avec nous dans le studio. Juste une dernière question avant, Johanna. Les chiffres sont ce qu'ils sont, j'allais dire, ils sont cruels, mais ils sont ce qu'ils sont. Il y a 480 millions de livres qui se vendent nationalement en France par an. Plus de 65% de la bande dessinée et du roman graphique. Est-ce que apprendre à un enfant, vous avez dit en première partie, c'est très important qu'il lise, de toute façon qu'il lise, peut-être parfois pas trop compliqué, mais un petit peu plus simple, apport de la lecture de bande dessinée pour les enfants, parce qu'on entend pas mal de parents dire « Ah bah ça va, il lit de la bande dessinée, donc c'est bien, il lit ». Alors c'est mieux qu'ils lisent de la bande dessinée plutôt qu'ils regardent Hanouna. Et l'arrivée des mangas. Le problème, c'est que si vous prenez... Alors les bandes dessinées peuvent avoir un effet sur l'imaginaire, elles peuvent apporter des connaissances générales, la bande dessinée de Piketty sur l'économie, etc. dans ce point de vue-là. Maintenant, si on regarde le développement du langage, qui est fondamental, les capacités en lecture, qui sont elles-mêmes fondamentales, et la réussite scolaire, alors l'effet de lire des bandes dessinées et des mangas, il est nul. L'effet de lire des livres est massivement positif. L'effet de lire sur Internet, les blogs, les réseaux sociaux, tout ça au sens le plus large, il est négatif, il est délétère sur le développement du langage. Pour l'Internet, c'est lié au fait que les contenus langagiers communs, alors évidemment, si vous lisez Gare épaisse, c'est pas la même chose, mais ce que regardent globalement les enfants, le contenu langagier est trop faible pour avoir un impact positif, et ça a même un impact négatif. Pour la BD et les mangas, c'est une question de volume. On estime que quand vous avez lu 1 million de mots, vous en avez appris 1000.
1 million de mots, c'est une dizaine de bouquins comme Bellamy. Pour faire 1 million de mots avec des BD, il faut un 38 tonnes complet rempli de BD. Il y a un moment donné, et c'est juste une question de volume. Il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de langage, il y a des BD, Mortadelle, Pic-au-Bog pour les gosses, qui sont absolument géniales. Mais vous rentrez pas une phrase de Proust dans une bulle de BD. Voilà, la voix passive dans une bulle de BD, vous l'avez pas. Voilà. Et pour faire 1 million de mots avec des BD, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, que l'enfant lise des BD et des mangas, il n'y a pas de problème. Si c'est là sa seule diète de lecture, alors non, son langage, ses capacités en lecture et sa réussite scolaire ne sera pas affectée. Pour acquérir tout ça, c'est la lecture de livres et de romans au sens le plus classique. Rien, encore une fois, je peux paraître pour un vieux réac têtu, mais toutes les études montrent que rien, absolument rien ne remplace le livre. On a aussi, je finis très vite, mais on nous dit les livres audio. On nous dit on va remplacer, dans les facs, il y a des études qui montrent que comme les gamins ne lisent plus, on remplace par de l'audio ou par de l'audiovisuel. Toutes les études montrent, y compris une étude récente, que le traitement des informations, on comprend, plus c'est compliqué, et moins on comprend bien à l'audio et à l'audiovisuel, et plus mieux on comprend à l'écrit, et que ça vient d'une structuration de notre cerveau, c'est-à-dire que le traitement des informations audio, il est beaucoup plus superficiel. Si je vous dis quels animaux Moïse a-t-il mis dans l'arche, à l'oral souvent ça passe, à l'écrit ça passe pas parce que vous voyez que c'est pas Moïse et que c'est Noé. Et donc ce genre de choses, il y a plein d'études qui montrent que le traitement oral c'est pas le même, et que il y a rien, absolument rien n'a été inventé de plus efficace, pertinent et adapté à notre architecture cérébrale que les livres pour qu'on apprenne et qu'on retienne et qu'on comprenne. Et peut-être l'incitation et peut-être l'encouragement, c'est ce qu'on va voir avec Johanna Rosenblum tout de suite, après une petite virgule. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J. Johanna Rosenblum est avec nous, psychologue. Bonjour Rosanna. Rosanna. Oui, ça arrive. Johanna. Ça vous arrive Ouais, souvent. Moi, on m'appelle Raphaël Nadal. Nicolas Rafal, Raphaël Nadal. Donc, vous voyez comme quoi la lecture, elle est peut-être importante aussi. Des néologismes. Vous étiez venu, donc psychologue et auteur, vous étiez venu pour ce Déconditionnez-vous, nous parler l'année dernière, dans la saison de Réfoy, paru au Courrier du Livre. Est-ce qu'il faut, alors, déconditionnez-vous, tiens, c'est important, parce qu'il faut se reconditionner à la lecture pour ne pas être enfermé dans cette habitude qui consiste à ne pas lire. Vous nous parlez aujourd'hui de l'impact du regard des adultes sur le développement de l'enfant. Il est important. Exactement, Nicolas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'effet Pygmalion et vous allez voir, Michel Desmurger, je vais réussir à boucler avec votre sujet. Alors, l'effet Pygmalion, c'est une théorie qui est également connue sous le nom d'effet Rosenthal. Et en fait, le phénomène, ça décrit le phénomène psychologique qui suggère que les attentes que nous avons vis-à-vis des autres peuvent influencer leur performance. Donc, cette théorie, elle découle d'une étude qui a été menée par 2 neuropsychologues américains, Robert Rosenthal et Lenore Jacobson, en 1968 exactement, et ils ont réussi à démontrer que les attentes des enseignants pouvaient avoir un impact significatif sur la réussite de leurs élèves. C'est l'école américaine, tout le contraire du film Whiplash, le prof de batterie là, qui insulte ses élèves. Alors comment s'est déroulée cette étude exactement ? Alors très simple étude, Rosenthal et Jacobson, donc les 2 neuroscientifiques, ont mené leur recherche dans une école élémentaire, une école primaire. En fait, ils sont arrivés dans la classe et ils ont fait passer des tests psychométriques à tous les élèves et ensuite ils ont retenu leurs résultats. Ils ont choisi 4-5 élèves complètement par hasard, mais ils ont fait croire à leurs enseignants que ces élèves avaient un potentiel intellectuel exceptionnel et qu'ils allaient connaître une forte progression si les enseignants s'investissaient dans leur éducation. Alors évidemment, en réalité, ces élèves, comme je vous le disais, n'étaient pas les élèves les plus forts de la classe et c'est là que ça devient intéressant. Et qu'ont donné les résultats ? Après une année scolaire, les enfants ont été retestés. Ils ont repassé les tests psychométriques et les 5 élèves qui ont été désignés de façon factice auprès de leurs enseignants comme les potentiels exceptionnels de la classe avaient effectivement réalisé des progrès extrêmement importants. Ils avaient mieux développé leurs capacités cognitives, intellectuelles que l'ensemble des autres élèves. Et donc, les 2 chercheurs ont conclu que les attentes des enseignants, c'est-à-dire quand on leur disait implicitement que dans leur classe, il y avait 5 élèves à haut potentiel qu'on pouvait faire bien progresser tout au long de l'année, et le comportement des enseignants à leur égard allait changer et que donc l'attitude et les résultats des élèves allaient s'améliorer.
Est-ce que ça veut dire que les attentes des adultes à l'égard des enfants influent sur leur propre comportement et par conséquent sur l'attitude des enfants ? Complètement, c'est exactement ce qu'ont réussi à montrer les 2 chercheurs grâce à cet effet Pygmalion. En fait, l'effet Pygmalion, il repose sur 3 mécanismes simples. Le premier, c'est le comportement des enseignants et donc des adultes et donc des parents qui est influencé par les attentes. Donc les enseignants peuvent consciemment ou pas modifier leur façon d'interagir avec les élèves ou les parents avec leurs enfants, juste parce qu'ils ont des attentes à leur égard. La deuxième chose, c'est la perception du changement du comportement par l'élève et donc par l'enfant. L'enfant et l'élève, quand il se sent investi, aimé, attendu, attentif auprès des adultes qui sont les adultes référents, changent leur rapport au travail, ils sont influencés, leur motivation, la confiance en eux, leur persévérance augmente. Et donc tout ça crée ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Vous me voyez venir, si moi je sais qu'on attend quelque chose de moi, qu'on me regarde avec un feedback positif, qu'on m'encourage, qu'on me stimule, je vais vouloir donner raison à l'adulte qui a confiance en moi en travaillant plus, en me concentrant plus pour apporter les résultats. Si l'attention des adultes est positive, on comprend que l'enfant se motive, mais alors à l'inverse, si le parent est démissionnaire ? Exactement, et c'est là que je vous rejoins, Michel Desmurger. Qu'est-ce qui se passe quand un adulte, un enseignant ou un parent laisse tomber en quelque sorte l'enfant pensant qu'il n'est pas capable d'atteindre des résultats ? Qu'est-ce qui se passe alors quand les parents, parce qu'ils sont trop occupés, parce qu'ils sont trop fatigués, livrent l'enfant devant un écran ou un iPad pour que le temps s'écoule et qu'ils aient quelques minutes, voire quelques heures tranquilles ? Ça fait un enfant qui pense qu'il n'est pas capable, que l'adulte n'a pas suffisamment de temps pour lui, qu'il n'est pas suffisamment intelligent pour se développer, pour devenir une personne respectable et à la hauteur de ce qu'attend l'adulte de lui. Et donc cet effet-là, cet effet inverse, ça s'appelle l'effet golem. Vous comprenez donc que quand on dit ou quand on montre à un enfant qu'il n'est pas suffisamment intéressant, intelligent ou intéressant pour qu'on lui accorde du temps, et notamment du temps de lecture, comme vous disiez tout à l'heure, on va avoir un enfant qui croit qu'il ne peut pas réussir. À l'inverse, quand on lui consacre du temps et qu'on lui montre qu'il est capable, il prendra goût à la lecture, au travail, et s'améliorera significativement. Oh là là, une réaction. L'autre soir, j'étais dans un restaurant, il y avait un gamin, là, il avait 1 an et demi. Et là, forcément, il a l'iPad dans les mains au bout de 10 minutes. Il a cassé 3 verres. Au bout de 5 minutes, il a renversé la table. Une réaction, Michel Desmurger. Oui, non, c'est intéressant. Pas une réaction, mais cette étude Rosenthal, elle est absolument fascinante, quoi. Donc, le fait que les enseignants vont se mettre, quand le gamin va poser une question, on va lui répondre, on va prendre plus de temps, on va l'expliquer parce qu'on considère qu'il est intelligent. Mais il y a des études complémentaires qui ont été réalisées après, notamment par Dweck, j'ai oublié son prénom, elle a fait des études extraordinaires là-dessus et elle a montré que elle a fait 2 groupes. Des enfants, elle leur a dit, elle leur a posé des petits problèmes faciles et elle a dit à un groupe d'enfants, franchement, vous êtes super intelligents. Vous êtes super intelligent, vous êtes brillant, vous êtes bien. Et le deuxième groupe, elle leur a dit, vous êtes très bon résultat, c'est parce que vous avez bien travaillé, c'est parce que le cerveau il est plastique, c'est parce que le cerveau il se développe. Et ensuite, elle leur a filé le choix entre des problèmes compliqués et des problèmes simples. Et elle s'est aperçue que ceux à qui on avait dit qu'ils étaient intelligents, ils ont pris les problèmes simples parce qu'ils avaient peur qu'on leur dise après qu'ils étaient bêtes. Et quand on dit à des enfants, le cerveau il est plastique, etc., c'est des enfants qui vont avoir tendance à développer beaucoup plus de curiosité, c'est-à-dire beaucoup plus de travail. Ils vont prendre les problèmes compliqués avec l'idée que l'erreur c'est bien, que l'erreur ça permet d'apprendre. Et cette idée sur ce qu'ils ont appelé l'estime de soi, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent qu'une estime de soi un peu trop poussée a des effets souvent et parfois négatifs. Alors que quand on explique à l'enfant que quand on met en avant la qualité de son travail, de son investissement, du fait que c'est plastique et de l'erreur, les effets liés notamment à l'effet Rosenthal sont beaucoup plus importants. Sur la plasticité, vous dites que chez l'enfant, on peut travailler dessus, qu'il y a un âge, quand on n'a pas beaucoup lu, un âge adulte où on n'entre plus alors que dans du rattrapable, je crois que c'est l'expression que vous employez. La plasticité n'est pas la même après quand on se met à lire sur le tard. Non, après la plasticité... Quel âge ce serait ? La plasticité cérébrale, elle commence à diminuer sérieusement en toute fin d'adolescence. Allez, 20, 22 ans, on commence à voir quand même. La plasticité, elle est massive au départ. Et puis ensuite, elle évolue d'arrière en avant du cerveau. Donc, elle reste importante à l'adolescence. Et après, l'exemple que je peux prendre, c'est... Prenez une pâte à modeler. Au début, c'est frais. Vous arrivez à la modeler comme vous voulez. Puis petit à petit, ça durcit. Et en fait, de façon très schématique, mais...
L'adulte et l'enfant n'apprend pas de la même façon. C'est-à-dire que si dans mon cerveau, je veux aller, je sais pas, peut-être prendre un schématique, mais si je veux créer une route si je veux aller de Lille à Marseille dans mon cerveau, le cerveau d'un enfant, il va sortir le tractopelle, il va tracer une route optimale pour dire. Moi, l'adulte, j'ai plus de tractopelle. J'ai peut-être une petite truelle qui va m'aider à aller à peu près à Lille. Et donc, en fait, je vais réutiliser l'ensemble des éléments, je vais réorganiser ce qui est déjà dans le système. Alors que l'enfant, il va créer des nouvelles connexions, il va créer des nouveaux chemins et des nouveaux passages. Donc, c'est pas la même façon d'apprendre. Et c'est aussi pour ça que c'est vraiment important au départ de doter l'enfant vraiment d'une variété de travailler, d'utiliser cette activité précoce, parce que ce qui va vous permettre d'apprendre après, c'est ce que vous avez construit avant. On nous dit toujours les maths, c'est ce grand discours. Les maths, ça sert à rien. J'ai fait des maths quand j'étais petit, je les ai jamais réutilisés. Ça sert parce que justement, ça permet de structurer le cerveau. Et c'est pas juste, même si vous faites jamais de racine carrée quand vous avez passé 25 ans, le fait que vous vous soyez confronté à ça, mais aux maths, au français, à la philo, ça a construit toute une richesse, toute une organisation cérébrale qui après va permettre une plasticité adulte et des capacités d'apprentissage encore plus importantes. Tiens, Marcel Proust, il est avec nous. Il vient de, il est en régie, il nous appelle. La lecture est une intimité qui déchaîne en nous pendant 1 heure tous les bonheurs. C'est une phrase assez courte, de Marcel Proust, celle-ci. Qui déchaîne en nous pendant 1 heure tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns. Voilà. Marcel Proust. Lire, c'est vivre 1000 vies. Moi, j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit en première partie, lire, c'est entrer en empathie d'un personnage. Emma Bovary, Gustave Flaubert, elle lit des romans. Nous, quand nous lisons le roman de Gustave Flaubert, contrairement au fait de regarder un très bon film de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert, Madame Bovary, mais c'est pas pareil. Regarder une histoire en 1h30, 1h40, c'est pas pareil que lire 500 pages. Il y a des adjectifs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Et là, alors, on entre en empathie avec le personnage. On apprend à le connaître. C'est à ça que peut servir la lecture. Oui. Alors non seulement peut, mais sert aussi à ça. C'est ce qu'on appelle. C'est plus récent. Ça fait une vingtaine d'années. Les chercheurs parlent de simulateur social ou simulateur émotionnel. Quand vous regardez Madame Bovary à la télé, alors d'abord c'est 1h30, 500 pages, donc la psychologie des personnages est forcément plus simple et simplifiée. En tout cas, en général, c'est ce que montrent les études. Vous êtes obligé d'inférer la source de ses comportements. Vous trouvez peut-être qu'Emma, elle est pas cool quand vous la regardez, et vous essayez de comprendre pourquoi. Quand vous êtes dans le roman, vous rentrez dans sa tête. Vous rentrez littéralement dans les mécanismes de ses actions. Pourquoi, comment, ses peurs, ses espoirs, ses paradoxes, le pourquoi. Et donc, vous comprenez pourquoi elle agit comme ça. Et les études montrent 2 choses. Il y a un impact sur ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est-à-dire, en comprenant mieux ces personnages, en vivant 1000 vies, nous dit-on, on arrive à se comprendre mieux soi-même, mais aussi à comprendre mieux les autres, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Mais il y a une deuxième chose. Quand le personnage va éprouver une émotion, on va éprouver la même émotion. Et ce qui est fascinant, c'est que les émotions générées par la littérature et les émotions qui sont générées par la vraie vie, si j'ose dire, engagent les mêmes circuits cérébraux. Et donc, on a vraiment cette simulation émotionnelle, et c'est via ce mécanisme-là, on éprouve ce qu'éprouvent les personnages, et c'est via ce mécanisme-là qu'on a un accroissement très important de l'empathie. La lecture, elle a des effets non seulement sur l'intelligence cognitive, mais aussi sur notre intelligence émotionnelle. Et peut-être, juste une seconde, l'empathie, c'est pas n'importe quoi. On a toujours, l'empathie, Attal, il nous dit, il faudra donner des cours d'empathie. Voilà, il y avait, non, mais au procès de Nuremberg, les Américains qui ont envoyé un psychologue pour étudier ces criminels nazis, et la mission, pour le dire rapidement, c'est le mec devait leur dire, mais qu'est-ce qui cloche avec ces gens-là? Je veux dire, il leur manque une case, trouvez-moi la case qui manque. Et le gars est revenu et il a dit, écoutez, j'ai rien trouvé. Il y en a qui sont cultivés, il y en a qui sont bêtes à manger du foin, il y en a qui sont drôles, il y en a qui n'ont pas d'humour. La seule chose qu'il a trouvée qui était commune à l'ensemble de ces criminels-là, c'est un manque d'empathie, une incapacité à ressentir ce que ressentent les autres. Et donc, via le livre, et notamment via la fiction, on a un impact qui est pour le coup extrêmement significatif sur l'empathie, qui est une capacité essentielle, on n'en parle pas assez vraiment, l'empathie, c'est une capacité essentielle de notre capacité à vivre ensemble et de notre intelligence sociale et émotionnelle. Oui. Dernière question. Une question, une phrase qui sort de l'ouvrage de Monsieur Desmurger. Vous dites « Moins nos enfants sont éduqués, plus ils sont perméables aux fake news et à les informations, et plus la démocratie est en danger. »
Oui, c'est les résultats notamment d'une étude de l'université de Stanford. C'est pas des dangereux gauchistes à Stanford, hein. Et donc ils ont fait une étude justement sur la capacité des enfants à comprendre et interpréter les informations qu'ils trouvent sur Internet. Et leur question, ils avaient peur au début que leur question soit trop simple, et leur conclusion, c'est ces enfants, du fait du manque de langage, du fait du manque de connaissances. On parle souvent d'éducation aux médias, c'est pas une éducation aux médias, c'est vraiment une culture générale et langagière qui manque. Et de ce fait-là, leur conclusion, c'est que la capacité des enfants à comprendre et interpréter ces informations et à comprendre qu'ils ne les ont pas vraiment comprises, c'est un danger pour la démocratie. C'est leur conclusion. Et oui, je pense qu'on s'en rapproche. Je veux dire, la démocratie fonctionne bien si les gens sont éduqués, ont des informations fiables sur lesquelles prendre leurs décisions, et surtout sont capables de mesurer la validité des informations qu'on leur donne. Et ça devient de plus en plus compliqué. Et les livres, justement, c'est l'un des moyens qui nous donne ça. Quel bonheur, quel plaisir d'avoir reçu aujourd'hui Michel Desmurget, docteur en neurosciences, chercheur au CNRS, pour votre dernier ouvrage, Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital, paru au Seuil. Merci infiniment. Vous nous avez mis en empathie, et on a envie de lire après avoir écouté cette émission, 3/4 d'heure, 50 minutes au milieu des livres, ça fait pas de mal. Je rappelle le livre de Johanna Roselblum, psychologue, Déconditionnez-vous, paru au Courrier du Livre. Merci Johanna, merci Dr Serge Rafal, merci Serge Surpin. Lisez, et à la semaine prochaine. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafal. Radio J.